et tous les pays occidentaux qui fournissent du matériel militaire à l'Ukraine. Ces pays avaient auparavant veillé à ne pas franchir cette ligne afin d'éviter une intensification incontrôlée du conflit. Cependant, avec cette nouvelle autorisation, les risques d'un embrasement du conflit sont désormais plus élevés, mettant désormais en péril la stabilité régionale et internationale. Les frappes avec les armes occidentales en Russie seront-elles le début de la Troisième Guerre mondiale? C'est cette thématique qui va nous guider tout au long de cette sortie d'appel sur le continent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes bien sur la télévision panafricaine, vous êtes sur Afrique Média. Et pour analyser cette problématique, pour justement aborder ce sujet, nous recevons sur ce plateau Gamal Abina. Il est analyste politique et également géopoliticien. Gamal Abina, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'appel sur le continent. Bonsoir, merci pour l'invitation. Également sur ce plateau, nous recevons Christelle Néant. Christelle Néant, elle est journaliste d'investigation, fondatrice de International Reporters. Christelle Néant, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci en tout cas pour votre présence. Nous allons justement aborder le vif du sujet, mais avant, nous allons recevoir sur ce plateau, nous allons recevoir des combattants africains qui se sont engagés du côté de l'Ukraine, aux côtés de la Russie. Nous allons recevoir justement deux combattants. L'un se surnomme en tout cas Tigran. Nous allons le recevoir, je pense pour l'instant, il est seul en liaison avec nous. Nous allons recevoir certainement l'un de ses partenaires de combat, de ses camarades de combat, en tout cas, qui se prénomme également Jean tout à l'heure. Nous allons ouvrir cette émission par lui et revenir vers vous, Gamal Abina et Christelle Néant, juste après. Bonsoir Tigran et bienvenue sur le plateau d'appel sur le continent. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, nous avons l'occasion de vous avoir là en direct sur Afrique Média et nous aimerions bien comprendre aujourd'hui, puisque nous avons sur la main, nous voulons bien comprendre quelle était à la base votre motivation à aller combattre pour la Russie. Bon, quand j'étais venu en Russie pour faire mes études, c'était en 2020. Ici à Lugansk, j'avais mon grand frère qui vivait ici à Lugansk. Il a fait ici pendant 12 ans, j'espère. Il a même une famille et un enfant. Il m'avait invité parce que quand j'étais venu, j'étais à Rostov-sur-les-Don. C'est là où j'avais étudié la langue russe. Après, je suis venu à Lugansk. Maintenant, c'était quand au mois de février, il a commencé la guerre ici à Donbass, quand le président Vladimir Poutine avait dit que non, il faut que l'armée russe puisse protéger le territoire de Donbass. Bon. Et ce qui fait qu'ici à Lugansk, il a commencé la guerre. Bon. On était partis pour qu'on puisse aider un peu nos frères qui vivaient ici à Lugansk, parce que nous aussi, en étant étudiants ici, on n'avait pas les choix. C'est pour cela que nous, on s'est décidé d'aider Lugansk. Tigran, quelles étaient les réalités aux premières heures de la guerre là-bas en Ukraine? Bon, c'était la première fois. Bon, c'était un peu très compliqué, mais on s'était accroché. Mais la guerre était vraiment difficile quand au mois de février la guerre a commencé. Et qu'est-ce que vous pensez de l'armée ukrainienne? Bon, ce que je pourrais dire, pour l'instant, bon, si c'était pas que l'Ukraine, on lui donnait les armes, là, pour les Américains et les Européens, bon, la guerre devait, depuis longtemps, c'est terminé, mais vu que les Ukrainiens, on lui donne des armes, pour l'instant, c'est pour cela que c'est un peu compliqué, comme l'OTAN les fournissent des armes à l'Amérique. C'est pour cela qu'il y a la guerre qui continue, mais de la côté aussi de la Russie, ça va quand même. Ils sont en train d'avancer à récupérer le territoire de Donbass pour l'instant. Alors, vous mettez là en évidence des difficultés des deux côtés. Si aujourd'hui, vous deviez justement, vous qui êtes là-bas, qui vivez cette situation en temps réel, si vous deviez aujourd'hui dire, voilà,
le rapport de force est plutôt en faveur de tel ou tel parti. Dans quel parti est-ce que pour quel parti en tout cas est-ce que vous donneriez votre avis? Bon, dans la partie de la Russie, en fait. D'accord, pour la partie de la Russie. Alors, nous sommes en train d'amorcer une autre phase de ce conflit, hein, de cette guerre où, justement, les États européens ont donné l'autorisation, on va le dire ainsi, à l'Ukraine d'utiliser leurs armements pour bombarder sur le territoire russe. Aujourd'hui, quel est le regard que vous, en tant que soldat engagé aux côtés des forces armées russes, vous portez sur ce conflit et justement les engagements qui en découlent? Bon, ce que je pourrais dire, bon, pour la Russie, ça ne sera pas un peu très compliqué ou bien difficile parce que la Russie, il comprend aussi des armes lourdes, il a aussi des armes qu'on appelle les PVO. La Russie, c'est une grande puissance aussi, en fait. Non, dans tous les cas, la Russie va protéger ses territoires. Mais qu'il y aura des attaques là, des roquettes un peu, comme on appelle la Russie, dans les distances, là, non, de longues distances, là, la Russie comprend aussi des armes lourdes pour protéger leur territoire. D'accord, merci à Tigran. En tout cas, je vais certainement revenir vers vous. Je vais me retourner vers Gamal, Abina et Christelle Néant. Je vais commencer par vous, Gamal. Peut-être un mot sur la mobilisation des Africains aux côtés de la Russie et du côté de l'Ukraine dans ce conflit. C'est pas une surprise, hein, c'était attendu, puisque déjà au niveau ukrainien, il y a beaucoup de forces supplétives, beaucoup de mercenaires, beaucoup de gens qui sont des battants en guerre, qui sont engagés non officiellement par rapport à leurs États. Mais effectivement, il y a aussi d'ailleurs beaucoup de gens qui vont juste pour le plaisir de la guerre. Après, sur la question russe, effectivement, les Africains, il y a beaucoup de pays qui sont favorables à la Russie, et donc certains Africains font le voyage pour défendre leurs partenaires, leurs alliés, puisque stratégiquement, c'est comme ça que c'est perçu. Le rapport de force est largement défavorable, puisque vous avez posé la question, à l'Ukraine. Ce qui soutient l'Ukraine aujourd'hui jusqu'au bout, en vérité, c'est l'Occident, parce qu'ils fournissent des armes, ils financent le conflit. Mais le rapport, c'est quand même de 1 pour 4. Il y a 40 millions d'Ukrainiens, dont 15 millions qui ont pris la poudre escampette, qui sont partis. Donc en réalité, il reste réellement 25 millions d'Ukrainiens. Et en termes combatifs, il y a peut-être 500 000, 600 000 soldats mobilisables, contre une Russie qui a 140 millions d'habitants, donc 4 fois plus, qui a des capacités illimitées et qui, encore récemment, ça vient d'être annoncé, non seulement n'est pas vaincu sur le plan économique, puisqu'ils ont une croissance à plus de 5% maintenant, mais surtout n'est pas vaincu sur le plan militaire, parce que la Russie est autonome en matière de production industrielle et militaire, qu'elle a des partenariats très importants avec la Corée du Nord, par exemple, ou l'Iran, donc elle a des armes en plus de ce qu'elle possède déjà, qui sont mobilisables pour frapper là où elle veut. Puis surtout, il faut se rappeler quand même que la Russie est un État-continent, donc même si l'Ukraine fait des frappes en profondeur, tente de toucher une partie de la Russie à l'intérieur même des frontières historiques de la Russie, ça va pas bien loin, ça ne touchera industriel russe, ça ne touchera jamais les grandes villes, ça ne fera que créer un petit climat de terreur sur la frontière, mais plus le climat va s'instaurer et plus les frappes et les réponses russes seront puissantes. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte qu'en dépit des soutiens occidentaux, l'Ukraine va finir par devoir négocier, puisque de toute façon c'est la seule voie de sortie, et céder la partie russophone, donc la partie russe de l'Ukraine, qui historiquement a toujours en vérité appartenu à la Russie. On appelait ça à l'époque Novorossia, ou la route des Russes, hein, pour faire plus, la route des Rousses plutôt, je voulais dire. Mais en réalité, c'est bien un État russe historiquement qui a été créé artificiellement au début du siècle dernier. On a créé une Ukraine en 1917, si je ne me trompe pas, puis après ça a été recréé en 91 avec le délitement du bloc soviétique, mais ça ne change rien au fait que historiquement la Russie, enfin l'Ukraine, c'est une des nations fondatrices de la Russie moderne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, imaginer que les Russes abandonnent la partie russophone qui lui a toujours été favorable, c'est difficile à croire, et les rapports de force sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Évidemment, la Russie va remporter une victoire, c'est pas une surprise, mais ce qui est intéressant, c'est savoir au bout de combien de temps. Et qu'est-ce que va coûter cette victoire à ce malheureux peuple ukrainien qui aurait, s'il avait été mieux dirigé, pu éviter une guerre inutile avec clairement un conflit fratricide de gens qui se connaissent. On ne parle pas d'ennemis qui ne se connaissent pas, on est des gens qui se connaissent, qui partagent les mêmes valeurs, la même religion, la même histoire, la même lutte contre les nazis à l'origine. Et bien malheureusement, les Ukrainiens subissent, à cause d'un petit dictateur, puisqu'il n'est pas élu aujourd'hui, Zelensky, une guerre inutile qui aurait pu être
évidemment éviter, mais ça intéresse l'Occident, de vendre des armes et de créer un conflit en Europe pour créer une nouvelle guerre froide. C'était tout l'intérêt des États-Unis, ils ont réussi avec brio. Christelle Néant, vous venez d'écouter Gamal Abina. Vous, comment est-ce que vous voyez justement la question de la mobilisation des soldats africains aux côtés de la Russie? Il se trouve que il n'y a pas longtemps croisé un autre volontaire venant d'un autre pays que Tigran et qui m'a dit, alors lui aussi était étudiant en Russie, et en fait il m'a dit sa motivation, parce que je lui ai demandé mais pourquoi tu t'es engagé, et il m'a dit c'est parce que la Russie et à l'époque l'Union soviétique ont tellement fait pour l'Afrique, pour nous aider à nous libérer, pour nous aider à devenir indépendants, que je trouvais ça logique, en fait, de venir aider à mon tour la Russie dans son combat contre le néonazisme qui pousse en Ukraine et les attaques contre le Donbass. Donc j'avais été assez touchée par cette discussion de ce volontaire qui s'engageait alors qu'il parlait très très mal le russe, et je pense que c'est une motivation que doivent partager, je pense, beaucoup de volontaires africains qui se trouvent actuellement dans l'armée russe. Là, on a eu le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. On a pu discuter avec plusieurs délégations venant de plusieurs pays africains, et beaucoup ont tous souligné vraiment l'historique assez long de coopération entre leur pays et la Russie, et même anciennement l'Union soviétique. Donc je pense que ces liens très très forts sont en grande partie responsables de l'engagement d'une bonne partie des volontaires africains au sein des forces armées russes. À Tigran, je reviens vers vous. Justement, à propos de la participation des soldats africains aux côtés de la Russie, il n'y a pas de chiffres officiels, en tout cas, il n'y a pas de données qui permettent de dire exactement combien d'Africains ils sont. Alors, je vais vous poser à vous la question, Tigran. Vous croisez régulièrement des Africains comme vous là-bas en Russie, dans ce conflit, qui sont également impliqués dans ce conflit, et dans votre unité, vous êtes combien? Est-ce que vous pouvez essayer, au vu de ceux que vous croisez, peut-être de faire une estimation du nombre d'Africains qui pourraient prendre part à ce conflit avec vous? Bon, en fait, quand j'étais venu ici à Donbass, j'avais des amis. Ici, j'en ai seulement deux. Il y a l'une, maintenant, là, il n'est pas à la guerre, et il y a un qui continue à combattre contre les Ukrainiens. Et comment ça se passe au quotidien? Comment ça se passe? Comment est-ce que vous vous sentez justement au milieu des autres soldats, notamment les soldats russes? Quels sont les rapports en tout cas que vous entretenez? Comment est-ce que vous êtes traité? Bon, on nous traite bien dans l'armée russe, on a des amis, bon, on est comme une famille, hein. On est comme une famille, nous vivons normalement comme tous les autres Russes. D'accord, en tout cas, merci Tigran, merci d'avoir accepté en tout cas de répondre de manière exclusive aux questions d'Afrique Média dans le cadre de cette émission d'appel sur le continent. Merci beaucoup. Alors, je reviens vers vous, Gamal Abina et Christelle Néant, justement. On va continuer avec la thématique qui est à l'ordre du jour de cette sortie d'appel sur le continent, notamment les frappes avec les armes occidentales en Russie seront-elles le début de la Troisième Guerre mondiale? L'Ukraine, selon vous, sera-t-elle la cause d'une guerre mondiale qui pourrait mettre fin à l'humanité? Je me tourne tout d'abord vers vous, Christelle Néant, avec cette question. Ce qui se passe, le problème, c'est qu'on voit que les lignes rouges qui ont été fixées sont franchies les unes après les autres, et qu'on a l'impression que les dirigeants occidentaux ne mesurent pas bien à quel point le franchissement de certaines lignes va devenir extrêmement dangereux. Parce que bon, donc là, ils parlent de donner donc un certain nombre d'avions, entre autres d'avions de chasse à l'Ukraine, des missiles à longue portée, et ça va être quoi après ?
ça va être quoi? Enfin, je veux dire, si on monte comme ça en gradation, ça a été d'abord des armes légères, puis des armes lourdes, hein, ça a été des canons de gros calibre, etc., des canons automoteurs, des blindés, hein, après on est passé aux chars, et puis maintenant on parle d'avions de chasse et de missiles à longue portée. Donc après ça, il nous reste quoi? Enfin, je veux dire, après ça, on passe aux armes nucléaires. Enfin, je veux dire, après ça, plus haut, ça devient compliqué. Je veux dire, après c'est des missiles balistiques. Donc, et là, il se passe quoi? Je veux dire, on voit clairement qu'il n'y a aucune volonté de désescalade côté occidental et que ils ont l'air d'avoir complètement perdu pied avec la réalité et de se rendre compte que déjà de une, l'armée ukrainienne n'a pas attendu leur feu vert pour bombarder le territoire historiquement russe avec des armes occidentales. Hein. Je rappelle que Belgorod et sa région sont bombardés tous les jours en grande partie avec des armes fournies par l'Occident. Et pas du tout avec de l'armement soviétique, et pas que la région de Koursk aussi. Une bonne partie des drones qui sont utilisés pour attaquer un certain nombre de régions historiques de la Russie ont des marquages en anglais, donc ça c'est pas du made in Ukraine, faut pas me prendre pour une idiote. Donc je veux dire, ça fait déjà longtemps que l'Ukraine fait ça, c'est juste que là ça devient officiel. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, l'Occident se pose comme supporter officiel d'attaque contre le territoire historique russe. Donc là, pour moi, ça en fait vraiment ouvertement et sans aucune possibilité de se défausser des parties au conflit. Donc, et c'est là que vient le danger, parce que le parti au conflit entre l'OTAN, qui plusieurs pays sont dotés de l'arme nucléaire, et de la Russie, qui est elle-même dotée de l'arme nucléaire, effectivement, ça commence à devenir très dangereux. Gamal Abina, désormais, l'Ukraine a l'autorisation des pays de l'OTAN, en tout cas des pays qui lui livrent des armes, de bombarder sur le territoire russe. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Ukraine sera peut-être la cause d'une guerre mondiale qui pourrait conduire à la fin de l'humanité telle que nous la connaissons? Non, je ne crois pas du tout, mais par contre, je constate qu'effectivement, Zelensky, lui, par contre, ça ne semble pas lui poser problème de passer son temps à demander des armes, des bombardements, des attaques en profondeur. Et il a même essayé de provoquer, effectivement, une entrée en guerre de l'OTAN, puisqu'il a voulu faire croire qu'un missile russe avait frappé à un moment donné la Pologne. Donc les Polonais ont tout de suite vérifié pour voir si son mensonge était réalité. Ils se sont rendus compte que c'est un missile qui était détourné par un de ces systèmes de défense de DCA, je crois, si je ne me trompe pas. Donc le missile russe est tombé par accident sur le territoire polonais, mais il a voulu entraîner la Pologne. Donc ce monsieur est capable de provoquer une guerre généralisée pour satisfaire son goût morbide de la guerre. Il envoie sa population à la mort. On ne sait pas, on a des estimations entre 300 et 600 000 personnes auraient été tuées à cause de lui. Donc je pense que le problème ukrainien, c'est d'abord ce dirigeant, qui n'est pas un homme politique, c'est un clown qui est devenu un homme politique à la faveur d'un oligarque ukrainien, donc un corrompu en l'occurrence. Et malheureusement, il est aux commandes aujourd'hui et il est très utile. Il est utile comme était l'autre imbécile de VHL qu'on mettait en avant pour la guerre contre la Libye. VHL n'était qu'un instrument. Sarkozy voulait sa guerre, il fallait un porte-parole, on a utilisé VHL. Bien, ça met un peu le même processus avec ce Zelensky, c'est-à-dire qu'il n'est pas très très intelligent, on l'a bien vu. Il est ridicule dans sa tenue militaire kaki pour donner l'impression que c'est un militaire alors qu'il n'en est pas. Mais surtout, c'est quelqu'un qui est capable de faire n'importe quoi et d'aller très loin dans sa folie. Donc c'est le seul personnage réellement dangereux dans l'histoire. Je ne crois pas que l'OTAN ait jamais eu la moindre envie d'affronter l'URSS, enfin l'ex-URSS, la Russie, parce qu'ils savent très bien que les rapports de force leur sont défavorables, ne serait-ce que si vous déclenchez une guerre mondiale, évidemment, et une guerre nucléaire, tout le monde, c'est fini pour l'humanité. On peut détruire 60 fois la planète avec les arsenaux nucléaires. Donc autant vous dire qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait une guerre mondiale, sauf un coup de folie. Je ne crois pas que les dirigeants de chaque côté soient fous à ce point, puisque c'est ce qu'on appelle le système MAD, le système d'autodestruction, où on dit que s'il y a un frappe, tout le monde meurt. Donc la guerre mondiale, j'y crois pas. La guerre conventionnelle dans laquelle on veut entraîner effectivement quelques pays européens et une guerre dans laquelle on met le paquet sur l'Ukraine pour garantir que les armes soient testées à grande échelle et vérifier si ces armes sont efficaces pour les vendre sur le marché, parce qu'il faut savoir que l'Ukraine est devenue aujourd'hui un véritable banc d'essai des armes occidentales pour voir ce qu'elles valent par rapport aux armes ex-soviétiques, russes donc. Et donc il y a une bataille un petit peu à ce niveau-là, parce que celui qui remporte la mise, comme en Irak, remporte des marchés considérables. On considère que ces armes sont sérieuses, profitables, efficaces. Donc les questions des missiles longue portée, si on leur a donné
d'accord à Zelensky, qui avait déjà pris de façon la liberté de le faire, ça a été dit par Christelle, effectivement, si on donne d'accord, c'est simplement pour dire, voilà, nos missiles sont efficaces, sont précis, vont loin et frappent fort. Ça, c'est une façon de dire nos missiles sont beaux. Mais l'Ukraine ne fabrique plus rien aujourd'hui. Elle a été frappée le premier jour. Dès le premier jour de l'attaque, les installations de production industrielle ont été soit confisquées, puisque l'essentiel était à l'est, du côté, effectivement, des régions russophones, ou soit détruites. C'est-à-dire que l'aviation ukrainienne n'existe plus, que les usines qui fabriquaient les chars ont été détruites, et qu'il ne reste plus que ce qu'il y a en stock en réalité sur le terrain ou caché. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui les Ukrainiens reçoivent des armes occidentales qu'ils ne maîtrisent pas, puisqu'il faut parler l'anglais, qui ne parlent pas l'anglais très souvent, doivent recevoir soi-disant des F-16, qui ça fait à peu près 2 ans qu'on parle de F-16, qui n'arrivent pas parce qu'il faut savoir les piloter, et on a formé je crois 25 pilotes, donc autant vous dire que c'est espérance de vie peut-être 1 mois et encore. Donc c'est dire à quel point c'est assez ridicule de faire croire que l'Ukraine pourrait récupérer, par exemple, le contrôle du ciel. Elle l'a perdu dès le départ, elle ne le récupérera pas. Ensuite, le fait de laisser les Ukrainiens frapper en territoire russe démontre 2 choses. La première, c'est que l'Occident sait qu'elle restera sur une guerre conventionnelle, tout comme les Russes, ça ils le savent parfaitement, le cordon n'est pas coupé, mais veut montrer qu'elle a des armes puissantes, et de l'autre côté, que les Russes qu'on présente comme étant des fous, donc je parle de Poutine, le fait qu'il dit qu'on ne doit pas franchir des lignes rouges, n'a pas lui franchit la ligne du nucléaire. Il parle beaucoup de nucléaire tactique. C'était une stratégie américaine en Irak. Il faut rappeler que c'est les Américains qui ont cette idée tordue. Et lorsqu'il en parle, il n'en parle pas pour l'utiliser, il en parle pour que ça n'arrive pas. Donc en vérité, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura une guerre mondiale ou une guerre nucléaire? Non, évidemment, puisque tout le monde sait qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre nucléaire. Mais est-ce qu'il y aura une guerre d'escalade de type conventionnel? Oui, juste pour démontrer que les Russes n'ont pas forcément aujourd'hui une victoire totale. Donc la question qui reste ouverte, c'est à quand s'arrêtera ce conflit, quand les Occidentaux vont arrêter de financer une guerre de façon qui ne sera pas rentable, parce que l'Ukraine ne pourra pas rembourser ce qu'elle a emprunté. C'est que les prêts, on ne donne pas d'argent. Du côté américain, on prête, on ne donne jamais. Tout comme pour la Première Guerre, la Seconde Guerre mondiale, les Américains ne donnent pas d'argent, ils prêtent de l'argent. Ils débloquent des crédits, mais ça s'appelle un crédit, ça ne s'appelle pas un don. Et donc, aujourd'hui, on se dit que l'Ukraine ne sera pas en mesure de rembourser avant 100 ans toute cette dette monumentale qu'elle a encaissée. C'est-à-dire que le futur ukrainien, c'est fini, c'est oblitéré. Et de l'autre côté, que sur le terrain du combat, il n'y a plus assez d'hommes, on se rend compte, et qui ne savent plus comment faire pour essayer de mettre des hommes à la fois compétents, équipés, avec du matériel qu'ils comprennent. Et bien, tout ça n'est pas réuni, ce qui fait que l'Ukraine va évidemment au devant d'un échec cuisant, et que le seul moyen de sortir de cette guerre n'est pas le militaire conventionnel ou nucléaire, on sait très bien, mais la négociation directe. Donc là, il y a une offensive russe qui a été engagée à petits pas, au fur et à mesure. Ils ont pris 700 km² de territoire, je crois. Donc on ne mesure pas 100 km², mais en ville prise. Et il se trouve qu'effectivement, il va arriver un temps où l'Ukraine va devoir regarder la vérité en face, à savoir qu'on l'a poussé à la guerre, qu'on lui a promis des armements sophistiqués qui n'arriveront jamais, le Wunderwaffen n'existe pas, et surtout que de toute façon, même si on recevait ces fameux F-16 ou ces fameux chars Abraham, qui ont fait long feu sur le terrain d'ailleurs, et bien dans tous les cas de figure, les Ukrainiens sont incapables de les utiliser parce que la technologie est trop développée, et j'en veux pour preuve que même les chars Abraham, les rares chars Abraham qui ont été livrés, ont été réduits en termes de technologie. On a retiré toute la haute technologie pour laisser vraiment un char de base qui vaut pas mieux qu'un T-90. Donc c'est ça la réalité ukrainienne aujourd'hui. C'est pas un conflit généralisé, c'est une augmentation de la guerre sur le terrain conventionnel, et c'est resté conventionnel, et les Américains et les Russes se parlent, il n'y a pas de problème là-dessus, mais surtout le risque, c'est que l'Ukraine commette une faute grave en frappant une ville symbolique comme Moscou par exemple, ou Saint-Pétersbourg. Si là effectivement elle franchit ce cap avec ses fameuses armes de longue portée, là on peut s'attendre à des représailles extrêmement violentes sur le plan toujours conventionnel, donc des armes non nucléaires, mais qui auraient des dégâts considérables sur les capitales, en l'occurrence Kiev. Alors, le 5 juin, le président russe a déclaré qu'il pourrait fournir des armes à des pays tiers, des pays en tout cas qui sont hostiles aux intérêts occidentaux. Si bien sûr l'on considère que ces pays font pareil dans le cas notamment des livraisons d'armes à l'Ukraine, et précisément également avec cette autorisation à bombarder avec ces mêmes armes sur le territoire russe. Je vous propose, Gamal Abina et Christelle Néant, de prendre cet élément du président russe avec le concours bien sûr de la technique, et nous nous retrouvons juste après. Pression, notamment militaire, de la part des pays qui livrent des armements en Ukraine et qui appellent à utiliser ces armes contre la Fédération de Russie et contre le territoire de la Fédération de Russie. S'ils livrent ces armements sur le front et appellent à utiliser ces armements, pourquoi ne pouvons-nous utiliser ces armements également comme mesure miroir?
C'était le président Vladimir Poutine, justement, alors qu'il assistait à la séance plénière, justement, du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Il a fait cette déclaration. Je reste avec vous, Gamal Abina, aujourd'hui. Lorsqu'on regarde cette déclaration de Vladimir Poutine, au regard, justement, de l'autorisation des pays occidentaux à l'Ukraine, que se passera-t-il, ou alors qu'est-ce qui pourrait se passer, selon vous, si un pays voisin de l'Occident décidait de lancer des missiles russes sur un pays occidental? C'est annoncé par M. Poutine, à savoir que si jamais il jouait la carte de la surenchère militaire en faveur de l'Ukraine, par exemple, eh bien les Russes, dans une stratégie de guerre froide qu'on connaissait déjà, alimenteraient les guerres contre l'Occident dans d'autres terrains d'opération. Je prends l'exemple simplement de la question palestinienne. Les Iraniens ont donné des drones Shahid, ont vendu des drones Shahid aux Russes. Donc ça leur a été très profitable. Ces drones Shahid qui aujourd'hui commencent à être déployés du côté du Hezbollah, donc de l'axe de la résistance pour être très précis. Et le Hezbollah les utilise, ça fonctionne. Ces drones font des dégâts parce ce sont des missiles guidés, simplement des avions missiles, dont l'objectif est de détruire l'objectif militaire en étant guidé et non pas en étant lancé de façon balistique. C'est-à-dire que le missile classique, c'est une trajectoire balistique qu'on peut intercepter. Sur un drone, c'est une trajectoire aléatoire guidée par quelqu'un qui finit par avoir un effet dévastateur parce qu'effectivement, quand vous guidez un missile, eh bien, on sait où frapper et on peut éviter effectivement les défenses aériennes ou le système anti-aérien. Donc ces questions-là sont posées avec acuité. Pourquoi? Parce que d'un côté, les Iraniens ont apporté ce soutien aux Russes stratégiques, tout comme d'ailleurs les Coréens du Nord, et de l'autre côté, les Russes se disent pourquoi ne ferions-nous pas nous-mêmes pression sur leurs fameux alliés israéliens qui aujourd'hui massacrent à grande échelle les Palestiniens? Pourquoi est-ce qu'on n'apporterait pas ce soutien aux alliés de l'Iran, à savoir donc le Hezbollah, la Syrie, l'Irak, qui sont des alliés traditionnels de la Russie, et les Houthis dans le sud de l'Arabie, qui frappent déjà depuis un certain temps sur les bateaux de guerre américains, donc il y aura une guerre directe entre les Houthis et les Américains et les Anglais, mais surtout qui frappent en profondeur, puisqu'on parle beaucoup de frappe en profondeur, c'est très à la mode sur les médias français, et bien qui frappe aussi Israël. Donc c'est vrai que si vous jouez la carte du pourrissement, il y a plusieurs théâtres d'opération sur lesquels ils peuvent s'exprimer. Donc la question évidemment du conflit israélo-palestinien, où ils mettraient le paquet pour qu'Israël prenne des coups qui viendraient cette fois-ci directement de l'Iran via des armements sophistiqués russes. Rien n'est exclu jusqu'au missile hypersonique, pas l'oublier, qui peut interdire de vendre un missile hypersonique finalement. Et de l'autre côté, donc on ne peut pas les arrêter les hypersoniques. Le dôme de fer israélien ne peut pas un missile hypersonique qui est vendu. Et de l'autre côté, qui empêche la Russie d'aider par exemple de façon massive la République africaine qui a eu des difficultés, le Cameroun, pas le Cameroun, je veux dire, le Cameroun ça va peut-être venir plus tard parce qu'il y a déjà des accords de vente d'armes, mais surtout le Mali, le Burkina, c'est une nouvelle région d'Israël qui est en train de constituer une force sérieuse dans la région qui est capable de se défendre, qui empêcherait les Russes de mettre le paquet pour que ces pays soient capables de devenir totalement autonomes militairement avec des armements de haute technologie, parce qu'aujourd'hui ils ont des armements offensifs pour lutter contre le djihadisme, ça c'est pas grand-chose. Mais par contre, il peut y avoir des armements beaucoup plus offensifs pour d'autres dangers extérieurs, je parle des anciens empires coloniaux. Eh bien, la Russie pense dans ces termes-là, elle pense comme un joueur d'échecs. Il ne faut jamais oublier que les jeux d'échecs ont été inventés à l'Est, et que tous les grands dirigeants des pays de l'Est en général, qu'ils soient de l'Est slave ou l'Est du Moyen-Orient, jouent aux échecs et réfléchissent comme des joueurs d'échecs, comme les Iraniens par exemple. Et donc pourquoi pas, effectivement, avancer des pièces à droite et à gauche, pour déstabiliser le dispositif américain avec ses près de 800 bases, quand même 800 bases en dehors des frontières américaines, et faire en sorte de leur porter des frappes décisives à droite et à gauche pour déporter le climat de tension qui actuellement est concentré sur l'Ukraine. C'est une des réflexions qui est conduite par Poutine, mais s'il ouvre effectivement des moyens offensifs à des pays qui n'en avaient pas les disponibilités, qui n'avaient pas les moyens de développer cela, si par exemple le pays le plus pauvre au monde quasiment, qui est le Yémen, dispose de missiles hypersoniques, et ils en ont parlé récemment, eh bien tout est possible. Et je crois que l'annonce des responsables yéménites de parler de disposition de missiles hypersoniques n'est pas du tout étrangère à l'alliance entre l'Iran et la Russie aujourd'hui. Donc il est probable que ce levier soit utilisé, effectivement, et que les conséquences soient, pour le camp occidental, dévastatrices. Alors, Christelle Néant, justement, je me retourne également vers vous. Voilà, Poutine, justement, fait allusion au fait que la Russie pourrait également livrer des équipements militaires aux États qui sont hostiles aux Occidentaux. Doit-on s'attendre justement à l'ouverture d'un conflit ouvert entre justement la Russie et certains États si jamais un équipement militaire russe devait frapper un État occidental?
Non, puisque l'Occident aime bien pratiquer la guerre par proxy. Pourquoi la Russie ne commencerait pas à jouer ce petit jeu-là aussi ? Je veux dire, c'est eux qui ont commencé. Hein. Ils ont utilisé l'Ukraine ou la Géorgie pour attaquer la Russie ces dernières années. Je veux dire, à un moment, il serait peut-être temps effectivement que l'Occident goûte à sa propre tisane. Donc, je pense que ça ne mènera pas à une escalade directe. Et je pense que ce sera une bonne façon pour la Russie de faire un peu goûter aux Occidentaux leurs propres recettes, puisqu'ils veulent jouer à ce jeu-là. Bah d'accord. Puisqu'ils nous disent que le fait qu'eux fournissent des armes à l'Ukraine ne les rend pas co-partis au conflit. Ben, d'accord. Donc si la Russie fournit des armes aux Yéménites, ça n'en fait pas une co-partie au conflit. Ah, mais sinon, ça veut dire qu'il va falloir exposer encore une fois de plus le double standard de manière un petit peu trop voyante. Mais à un moment, il faut bien une réponse. Et je trouve que c'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse de rappeler que à ce jeu-là, on peut jouer à deux. Pensez-vous en tout cas que Vladimir Poutine, en tout cas la Russie, le fera vraiment? Parce que toujours lors de cette intervention, on se souvient quand même que il a tempéré un peu plus en avant. Il a dit on le fera pas, peut-être on le fera pas demain, mais je ne saurais dire quand est-ce qu'on le ferait. Pensez-vous qu'il le fera? Je pense que oui, si effectivement on voit que l'Ukraine se met à frapper beaucoup plus loin que Belgorod avec entre autres des missiles à longue portée. Comme on voit qu'actuellement les Yéménites sont bien en forme niveau destruction de bâtiments et de de navires et de drones américains. Pourquoi ne pas leur fournir de quoi, on va dire, augmenter leurs statistiques dans ce domaine. Puisque si la Russie, parce que je vois souvent, vous savez, je vois avec mes lecteurs, on voit régulièrement, on surveille un petit peu sur Flight Radar les vols entre autres des drones américains dans la mer Noire, et c'est vrai que beaucoup de gens nous disent mais pourquoi la Russie n'abat pas ces fichus drones, tout simplement parce qu'ils sont dans les zones internationales. Donc voilà, et si la Russie est attaquée, là on se retrouve directement avec un conflit entre deux puissances nucléaires. Donc, mais si c'est les Houthis qui descendent le drone, c'est les Houthis, hein. Je veux dire, comme j'ai dit, ils ont ouvert la boîte de Pandore. L'Occident a ouvert la boîte de Pandore en jouant à ce jeu des guerres par proxy. À un moment, la Russie dit nous aussi on va y jouer. Et puis vous allez découvrir que c'est pas du tout agréable. Gamal Abina, une guerre par procuration peut-être. Pensez-vous vraiment que la Russie se lancera dans cette voie-là? Parce que après, on se souvient quand même des effets, en tout cas de la guerre froide, dans justement, c'est même peut-être pas forcément identiquement les mêmes conditions, mais en tout cas cette guerre froide qui a eu bien de répercussions. Pensez-vous que la Russie se lancera vraiment sur cette voie de guerre par proxy, ou alors est-ce que ce n'est pas juste une arme, en tout cas une façon de dissuader en tout cas l'Ukraine et justement ceux qui la soutiennent à procéder de cette façon-là? C'est un levier de pression, mais en réalité, il existe déjà depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'on dit, est-ce que la Russie va aider? Oui, elle aide déjà le Mali, elle aide déjà le Burkina, elle aide déjà la Centrafrique. Donc, l'action en termes de redéploiement stratégique et d'influence géostratégique est réelle aujourd'hui et mesurable. Puisque maintenant, les Maliens bénéficient effectivement, et tant mieux, de matériel militaire russe, et de matériel de qualité pour pouvoir faire face à leur défense, puisque c'est essentiel que les pays africains puissent se défendre. Que les Burkinabés, c'est pareil, que le Niger vient de mettre quand même, c'est pas rien, les États-Unis en dehors d'une base qui venait d'être créée. Ça a coûté quand même très cher. La construction de cette base, je crois que c'est $1 million, avec 1500 soldats, et bien ils doivent partir. Et je pense que le redéploiement des forces d'influence russe est déjà effectif depuis un certain temps. On l'a vu en Syrie, pas oublier quand même que les Russes sont intervenus directement. Et il y a quand même des forces soutenues par les États-Unis et le reste de l'Occident. Je parle des forces qu'on appelle islamistes, mais ils sont arrêtés de wahhabistes racailles. Et bien ces gens-là ont été vaincus. Donc aujourd'hui, on a quoi? On a une Russie qui a su s'entendre avec la Turquie, alors que très souvent ils sont affrontés dans la zone sud de la Russie. Il ne faut pas oublier quand même que les Turcs sont du côté plutôt des ennemis de la Russie, on peut le dire. Ils ont été en opposition, par exemple, sur la question du Haut-Karabakh. Les Russes étaient côté arménien et les Turcs côté de l'Azerbaïdjan. Pour autant,
ils savent se mettre d'accord sur une limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite qui a été franchie. Ils sont mis d'accord pour stopper le conflit. Donc il y a plusieurs théâtres d'opération sur lesquels les Russes étaient bousculés. Ça a été dit par Christelle tout à l'heure. Géorgie, évidemment. Récemment encore, avec les pays de la région musulmane, le Kazakhstan, par exemple, on a déstabilisé avec une fausse révolution. Donc les Russes sont intervenus pour stopper cela. On a bien compris qu'il y avait une offensive vraiment généralisée. Et aujourd'hui, les Russes disent, si vous nous ennuyez, je vous rappelle historiquement que la seule fois où la Russie a perdu, la seule fois, il n'y en a pas eu 10, il n'y en a qu'une seule fois. C'est au moment où l'URSS était en bout de course, où ils avaient été piégés par ce fameux bluff de Reagan, de ce fameux Star Wars, qui était soi-disant un système de protection spatiale qui devait empêcher les missiles russes de passer aux États-Unis. Et donc ils sont épuisés dans cette course aux armements et ont perdu, parce que le système soviétique était en fin de vie, en Afghanistan et uniquement en Afghanistan. Par contre, dans la guerre froide, ils n'ont jamais perdu nulle part. Hein. N'oublions pas qu'ils ont gagné contre les nazis. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais ce n'est pas les Américains qui gagnent. Les Américains arrivent au bout de la guerre quand tout est déjà fait. Hein. C'est les Russes qui écrasent les nazis et c'est les Russes qui écrasent les grosses forces nazies. Les Waffen-SS, c'était du côté russe. Les Einsatzgruppen, c'était du côté russe. Les 3 ou 4 millions de soldats du côté russe. Les Européens, quand ils débarquent, les Américains, quand ils débarquent en Normandie, on a fait tout un pataquès. C'est des gamins de 17 ans qu'ils ont en face d'eux. C'est pas l'armée nazie hyper puissante qu'on connaissait. C'est vraiment le reliquat de ce qui reste de ce qu'on appelait les jeunesses hitlériennes. Donc c'est vrai que de se vanter d'une victoire américaine, alors qu'en vérité, même au Japon, il a fallu des bombes atomiques pour qu'ils réussissent à vaincre ces malheureux japonais, ça en dit long sur la réalité américaine. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils n'ont jamais perdu. Les Russes ont vaincu les nazis, les Russes ont vaincu les Américains, je rappelle, avec le soutien indirect en passant par la Chine en Corée, de 50 à 53, c'est bien le soutien chinois et russe qui intervient dedans. Les Russes ont vaincu les Américains aussi au Vietnam, ils ont vaincu les Américains dans la plupart des théâtres de guerre africains, je le rappelle tout de même, c'est pas rien. Hein. Soutenant par exemple jusqu'à Cuba, les Russes ont eu des victoires très importantes sur un plan stratégique. La seule défaite qu'on peut concéder aux Russes, c'était l'Afghanistan, parce qu'effectivement, il y avait une population qui n'était pas encline à accepter le pouvoir soviète, et même pas les Russes, soviets. Donc c'est bien les Russes, c'est bien les communistes qui posaient problème pour ces Afghans, et parallèlement à ça, parce que le monde entier avait fait et cause pour ces fameux Freedom Fighters qui deviendront après Al-Qaïda, enfin on sait ce que ça a donné. Mais ce qui est certain, c'est que les Russes ne sont vaincus qu'une seule fois. Par contre, les Américains essuient des défaites sur défaites. Je veux dire, depuis 1945, il n'y a pas une victoire américaine. Hein. Les dernières humiliantes défaites américaines, c'est l'Irak, la Syrie et l'Afghanistan. Et ils sont partis vraiment en courant. On se souvient aussi de la défaite au Vietnam en 1975. Donc le fait que les Russes disent, si vous jouez cette carte-là, nous allons rejouer la carte de la guerre froide que vous avez ouverte, vous avez allumé le conflit, alors qu'ils étaient prêts à rentrer dans l'OTAN, les Russes, hein, je rappelle. Avant 2007, les Russes étaient prêts à rentrer dans l'Europe. Hein. C'était pas du tout des gens qui étaient rétifs. Donc ils ont dit, nous ne sommes pas des soviets, nous ne sommes pas des communistes, mais par contre vous nous respectez. Et si vous jouez ces cartes-là, on redéploiera la même stratégie qui avait été utilisée à l'époque par les soviets. On va ouvrir les incendies à droite à gauche et vous ne gagnerez pas parce que les peuples du monde vous détestent aujourd'hui. On n'est pas dans des gens qui aiment l'Amérique. Ils savent que l'Amérique c'est un État prédateur, un État qui fait de la guerre un véritable cheval de bataille et qui fait de la prédation des richesses de ces pays une véritable pratiquement entreprise internationale. Donc c'est vrai qu'avec des pays qui sont plus favorables, on le voit bien en Afrique, aux Russes, avec des pays qui ne veulent plus entendre parler des colons, du néocolons, des endocolons, les colons de l'intérieur, avec des pays qui n'acceptent plus la domination occidentale qui les a réduits à l'état de misère, je parle de l'Afrique surtout, puisque l'Asie était un petit peu épargnée parce que fort heureusement il y avait la proximité avec la Chine qui les a protégés, et bien avec ces pays-là, quand un allié débarque qui s'appelle russe et qu'on connaît le passé russe par rapport à la décolonisation, on se dit ça vaut la peine de parier sur eux. Et les Russes ne s'y trompent pas et font l'effort qu'il faut. Et on voit au Mali, il faut voir les équipements qui ont été offerts généreusement, on peut le dire, par la Russie, parce qu'il y a des investissements malgré tout, et bien ça porte ses fruits. C'est en ça que je dis aujourd'hui, oui, effectivement, ils vont réouvrir cette guerre froide parce qu'elle a été voulue par l'Amérique. Oui, effectivement, les pays dans lesquels ils vont intervenir seront favorables et vont être soutenus par les Russes et accueilleront ce soutien favorablement. Et oui, effectivement, les Américains n'ont jamais gagné depuis 1945 la moindre guerre, il faut le rappeler, sur le territoire mondial aujourd'hui, puisque les Américains sont déployés partout. Donc le risque, effectivement, de réouverture d'un conflit est annoncé par M. Poutine et sera fait, effectivement, si les Américains continuent à insister sur l'Ukraine, ce qu'on peut comprendre. Il ne faut quand même pas perdre de vue une chose, c'est que l'Amérique, qui voyait juste un soutien de l'URSS à Cuba, a failli faire une guerre mondiale, et il faudrait que les Russes la ferment quand ils voient aux portes de leur territoire des bases américaines. Comprenez qui est agressé. Et bien, la question est très claire. Et encore une fois, le coup de 2014, le coup d'État qu'on a fait au président qui était librement élu, corrompu ou pas, je ne rentre pas là-dedans, il était élu démocratiquement. Ce coup d'État est un coup qui démontre que les Occidentaux ne sont pas fiables. Ils parlent beaucoup de démocratie, mais quand la démocratie ne leur est pas favorable, immédiatement ils lui tournent le dos. Donc ça, les Russes ont très bien compris, aujourd'hui ont décidé de prendre leur destin en main.
Alors, nous rappelons à nos téléspectateurs que cette émission se veut interactive. Ils peuvent appeler, donner leur point de vue sur le sujet en appelant via WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de leurs écrans. Je reviens vers vous, Christelle Néant, justement, pas de troisième guerre mondiale peut-être, mais une escalade. Pensez-vous qu'aujourd'hui, cette politique de dissuasion du président russe, cette arme de dissuasion, le message en tout cas qui est caché derrière sera compris ou bien reçu de l'autre côté? Est-ce que vous pensez que cela pourra empêcher justement que l'Ukraine mette en œuvre cette autorisation et que justement on assiste à une escalade du conflit? Je l'espère. J'espère que ça sera entendu. D'ailleurs, on a vu lors du Forum économique international que Vladimir Poutine, lors de sa réunion avec les journalistes des grandes agences de presse internationales, a été, très direct, on va dire ça. Il leur a dit que essayer d'attiser comme ça la russophobie en disant que la Russie va attaquer des pays de l'OTAN, etc. C'était absolument débile. Il leur a demandé s'ils étaient aussi stupides qu'une table. Ça, je dois avouer quand même que ça a marqué beaucoup de gens ici en Russie. Les gens en ont rigolé, ils en ont fait un mème. Et franchement, j'espère. Le problème que je vois, c'est que les dirigeants occidentaux se sont déjà tellement engagés dans ce conflit pour essayer de sauver en fait leur modèle économique et de société qui ne tient pas la route et qui est en train de se casser la figure par tous les côtés, que le problème, c'est que je suis pas sûr qu'en fait ils soient encore rationnels. Moi, je pense pas qu'il y ait que Zelensky qui soit dangereux. Je pense que les dirigeants occidentaux le sont aussi, parce que on n'est plus dans une logique de rationalité. On est dans un système qui est à bout de souffle et qu'ils essayent de sauver, ne serait-ce que pour quelques mois ou années de plus, à tout prix. Y compris jusqu'au dernier Ukrainien. Ils s'en fichent, ils le disent ouvertement d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit un officiel américain là, il y a un jour ou deux, qui a dit oui, mais l'Ukraine, vous comprenez, ils ont des ressources intéressantes qui valent, je sais plus combien de milliers de milliards de dollars. Donc oui, c'est dans l'intérêt des États-Unis de soutenir l'Ukraine. Donc vous comprenez bien que c'est pas une histoire de démocratie, de défense de la liberté ou je sais pas quoi, mais on comprend bien que comme en Afghanistan ou comme en Irak, c'est une histoire de gros sous. Voilà, c'est une histoire de ressources et de gros sous, comme dans tous les conflits qu'on voit un petit peu partout, en Afrique et au Moyen-Orient. Je veux dire, c'est que des histoires comme ça. À partir du moment où vous avez du pétrole, vous avez de quoi vous inquiéter. Vous êtes sûr que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui va venir toquer à votre porte pour vous apporter la démocratie. Je veux dire, c'est ça moi qui m'inquiète un peu. J'espère vraiment que les confrères qui étaient à cette réunion avec Vladimir Poutine ont bien reçu le message 5 sur 5 et que ça a été transmis et que ça va être compris. Parce que c'est clair que si on va après vers une escalade, même en conventionnel, et que par exemple la France, et que Macron va jusqu'au bout de son idée délirante d'envoyer des soldats français sur le théâtre d'opération ukrainien, je veux dire, moi les échos que j'ai d'anciens officiers français, etc., ils m'ont dit mais l'armée française n'est pas prête pour ça. On n'est pas prête, on n'est pas prêt du tout. Déjà même quand on est allé dans certains pays d'Afrique pour lutter contre les djihadistes, on s'en sortait déjà pas. Alors contre un pays comme la Russie, on va se faire dépecer. Et le problème, c'est que la France actuellement n'est plus la France de 1914. Les gens, je pense, psychologiquement, ne seront pas prêts à voir revenir des cercueils par dizaines, par centaines d'Ukraine. Et donc, très sincèrement, moi, je suis assez inquiète de voir l'irrationalité de certains dirigeants occidentaux, dont Emmanuel Macron. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus. Donc j'espère vraiment que le message a été reçu 5 sur 5 et on va prier pour ça parce que moi j'ai pas envie de voir que on va envoyer d'autres soldats d'autres pays se faire massacrer comme actuellement le sont les Ukrainiens pour une guerre qui n'a aucun sens, qui ne peut pas aboutir à la victoire de l'Ukraine du camp occidental. Donc c'est vraiment tuer des centaines de milliers de personnes pour rien, pour strictement rien. Enfin, je veux dire, ça n'apportera pas la victoire à l'Occident. J'espère vraiment que ce message-là sera reçu.
un sentiment, en tout cas de l'espoir de la part de Christelle Néant, un espoir que ce message, en tout cas de Vladimir Poutine, parvienne justement aux Occidentaux et que surtout ils en prennent compte. Gamal Abina, vous pensez que ce sera le cas? Est-ce que les États occidentaux, est-ce que les dirigeants des États occidentaux prendront en compte justement ce message-là au vu justement de la situation actuelle, au vu des derniers événements? C'est la seule chose qui arrête l'Occident, c'est certainement pas autre chose que l'appât du gain. Ça a été dit par Christelle et c'est très bien dit. Si vous avez des ressources, vous êtes intéressant. Si vous n'êtes pas rentable, on ne vous finance pas. Donc financer une guerre, ça coûte cher. Financer un soutien à la guerre, donc le financement de l'infrastructure guerrière et des moyens pour faire en sorte que les fonctionnaires soient payés, ça coûte cher. Or, les États-Unis sont des gens qui ne font que les comptes et les calculs. S'il n'y a pas de rentabilité de retour sur investissement, ils ne parient pas sur vous. On voit bien avec l'Afghanistan, ils se sont rendus compte que ça leur a coûté 1000 milliards. Et que ça n'a pas rapporté ce qu'ils espéraient, ce qu'ils avaient escompté. Donc ils ont laissé tomber. Il y a fort à parier que l'Ukraine, on arrive au bout du chemin, sachant plus que Trump risque de prendre le pouvoir, fort à parier que l'Ukraine, effectivement, sera, encore une fois, une défaite américaine sur le plan économique et financier. La dette sera toujours présente, il n'y a pas de problème, mais ils ne vont pas aller jusqu'au bout de cette logique. Alors c'est vrai que, et c'était d'ailleurs par Christelle, elle a raison là-dessus, quand j'accrimine effectivement le président ukrainien, je le prends à titre personnel, il y a un système autour de corruption, mais c'est vrai que ceux qui alimentent la guerre restent quand même les Occidentaux, qui sont jusqu'au boutistes. Le pire, c'est pas tellement les États-Unis, puisque c'est tout bénef pour eux, de faire en sorte que la Russie ne vende plus de gaz aux Allemands pour que eux vendent leur gaz 4 fois plus cher, c'est tout bénef. Par contre, ceux qui sont un peu légers sur cette affaire, c'est les Occidentaux. Je parle de l'Europe occidentale qui est largement perdante dans l'histoire. Et j'ai envie de dire que pour que cette guerre s'arrête, c'est pas parce qu'on va l'invoquer, qu'on va espérer, qu'on va faire entendre raison. C'est pas comme ça que ça marche. Elle ne s'arrêtera que le moment où les États-Unis jugeront qu'il y a moins à gagner et plus à perdre. Et à ce moment-là, le miracle se produit de la négociation. Tant qu'ils s'imaginaient qu'ils pouvaient mettre la Russie à genoux, ils avaient parié à fond sur la guerre, ils avaient mis beaucoup d'argent. Je vous rappelle que ça a été déclinant. Tous les budgets sont de plus en plus maigres, alors qu'au départ, c'était vraiment sans compter. Ils se sont rendus compte que la Russie était résiliente, c'est le mot magique qui est utilisé par tout le monde, qu'elle était capable de faire face, et non seulement de faire face, mais elle n'a même pas été isolée par le reste du monde. 80% de la planète a refusé de suivre le diktat américain. Et donc aujourd'hui, les Russes sont solides financièrement, se sont renforcés, c'est une économie qui est en pleine croissance, il n'y a même plus de chômage en Russie. C'est-à-dire à quel point aujourd'hui il y a une surchauffe économique parce qu'il y a une création de richesses considérable, parce que les entreprises travaillent à plein régime, parce qu'il y a une véritable relance économique comme jamais la Russie pouvait l'espérer. Et cela grâce paradoxalement à l'Occident qui espérait l'affaiblir. Les Russes ont réagi de façon assez forte et ont dit si jamais vous nous faisiez du boycott, si vous espérez nous faire ce que vous avez fait à l'Irak, en gros, nous réagirons avec nos propres moyens et avec nos capacités qui n'ont jamais été cachées. Les Russes, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour vous donner un petit exemple, les Allemands ont attaqué les nazis, les Russes ont réussi à déplacer 1500 entreprises de l'Ouest vers l'Est. C'est vous dire les capacités incroyables dont sont capables les Russes. Donc aujourd'hui c'est pareil. Ils ont été capables de faire face avec une guerre qui n'est pas si difficile pour eux à gérer. Et de l'autre côté, on finance à fond perdu un pays qui a peu de moyens, peu de ressources, qui a peu d'hommes maintenant au combat, puisque les Ukrainiens refusent de revenir en Ukraine, et qui surtout un pays qui n'aura pas les moyens de rembourser. Ça, maintenant, quand ça fait des calculs, c'est pas avec du blé que vous allez rembourser un avion de combat, il faut être un peu sérieux. Et donc, c'est vrai que là, l'arrêt du combat se fera uniquement le moment où les États-Unis jugeront qu'il n'y a pas de bénéfice dans cette histoire, que c'est plus de pertes et qu'il y a un risque de ne même pas être remboursé. C'est ça qui va les motiver. Ce ne sont pas des humanistes, ils ne fonctionnent que par l'argent, les États-Unis. La seule chose qui les intéresse, c'est de vendre, de faire de l'argent et de créer des tensions pour pouvoir faire de l'argent. Ils ont bénéficié à plein de la Première et Seconde Guerre mondiale parce que l'industrie militaire a été relancée. Je rappelle que le New Deal de Roosevelt était un échec au moment de la Seconde Guerre mondiale et que grâce à la guerre, l'Amérique est devenue une grande puissance. Donc c'est toujours pareil. Sauf que là, aujourd'hui, le pari est beaucoup plus hasardeux et il est fort probable que les Américains abandonnent d'ici 6 mois, 1 an, peut-être sous Trump, l'Ukraine. Tout le monde pense qu'il y aura un abandon et qu'on poussera les négociations. Les généraux américains sont déjà en train d'en parler, pour tout vous dire. Donc je pense qu'il y a fort à parier pour que cette guerre s'arrête. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'espérer que la bonne conscience des États-Unis, quand on voit la gestion de ce qui se passe en Palestine et en Ukraine, soit au rendez-vous, non, c'est pas ça qui est au rendez-vous. Chez eux, ce qui est au rendez-vous, c'est les calculs. Est-ce que ça nous rapporte? Ça nous rapporte pas, on laisse tomber. Voilà, tout simplement. Il n'y a absolument aucun chez les États-Unis, il n'y a pas de rapport à la morale,
Il n'y a pas de rapport à l'humanisme. La seule chose qui les intéresse, c'est leur portefeuille, leurs actions et les dividendes distribués aux actionnaires des sociétés industrielles et militaires qui participent pleinement actuellement à cette guerre inutile qui a été imposée malheureusement au peuple russe et ukrainien. Je vais devoir malheureusement, excusez-moi, parce que c'est un peu cavalier de ma part, vous quitter parce que j'ai un rendez-vous qui vient derrière. C'était un vrai plaisir de participer à votre émission. Puis je vous dis à très bientôt avec plaisir. Au revoir à tout le monde, au revoir à Christelle, au revoir aux combattants. Et à très bientôt. Merci encore. Merci Gamal. Merci Gamal. Justement, nous sommes également en train de sortir de cette émission. Nous allons sortir justement, je reviens vers vous, Tigane, pour pouvoir sortir au vu de tout. Vous avez écouté tous ces développements, toutes ces analyses. Vous qui êtes là-bas, vous qui êtes engagé aux côtés de l'armée russe, comment est-ce que vous voyez l'issue de cette guerre? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense que même si les Américains et l'OTAN donnent des armes aux Ukrainiennes, la Russie va toujours gagner cette guerre parce que la Russie, elle est très forte. Il y a des soldats qui sont aussi forts et ils se battent pour leur terre et ils vont gagner, je pense. Ils vont gagner cette guerre. C'est pour bientôt là. Merci Tigane, merci en tout cas d'avoir accepté de répondre. Je l'avais déjà dit tout à l'heure en exclusivité à nos questions. Merci également à vous Christelle Néant pour votre disponibilité ainsi que à Gamal Abina. De rien, merci à vous pour l'invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission, cette sortie d'appel sur le continent. C'est la fin, mais les programmes se poursuivent sur la télévision panafricaine, sur Afrique Média. Quant à nous, nous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h30, heure de Malabo. Bonsoir.